Le problème du développement, du sous-développement, est juste un problème de marketing. Les pays développés doivent rester les pays de l'Occident. Les pays qu'on connaît déjà, les États-Unis, la France, ainsi de suite, et tout ça. Ça ne doit jamais être un pays d'Afrique. Par contre, si je vous dis que, par exemple, plus de 50% des grosses entreprises au Portugal sont détenues par l'Angola. Pourtant, vous n'entendrez pas parler de l'Angola comme un pays développé. Il faut comprendre que l'Angola est développé. Il faut comprendre que l'Angola, il y a des pays africains qui ont un rythme de vie avec des moyens financiers tout aussi, sinon mieux développés que les pays qu'on connaît de l'étranger. Mais, comme ils n'ont pas d'infrastructure aussi, on va dire, révolutionnaire et aussi connu que les pays qu'on connaît, on se dit automatiquement que ce ne sont pas des pays développés. Bien. Il faut savoir que dans le système capitaliste, on se base beaucoup plus sur le PIB. Le produit intérieur brut, c'est ce que l'État produit chaque année par nombre d'habitants, c'est-à-dire par richesse. On se dit que un individu gagne tel montant et la plupart sont au-dessus du seuil de la pauvreté. On détermine un montant par rapport au seuil de la pauvreté. On dit que toutes les personnes qui vivent au-dessus de ce seuil-là, ça prouve que le pays est un pays développé. Si on a une majorité qui vit en bas de ce seuil, c'est qu'on a un pays développé, on a un pays sous-développé. Ce que les gens ne prennent pas en compte et ce qu'ils refusent de comprendre, c'est que un Béninois qui gagne $50 vit beaucoup mieux qu'un Américain qui est aux États-Unis qui gagne $50. Mais eux, ils vont justifier par rapport à une barre qu'eux-mêmes, ils ont mise en place. Mais en réalité, depuis un certain temps, ce n'est plus l'indicateur réel de développement. L'indice aujourd'hui réel de développement, et malheureusement, les Africains ont encore raté le coach par rapport à ça, c'est le BIB, le bonheur intérieur brut. Le bonheur intérieur brut, en fait, serait une approche qui permettrait de savoir comment les gens dans chaque pays se sentent. Ça se base beaucoup plus sur un résultat social que sur un résultat financier. Je vais vous donner des exemples palpables de cette idée-là. Le capitalisme dit que vous devez gagner beaucoup d'argent par individu. Si on devrait se baser sur cette approche-là, on dirait qu'un pays tel que c'était ex-Zaïre, qui est aujourd'hui RDC, la République démocratique du Congo. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous prenez plusieurs Zaïres pour aller acheter une seule baguette de pain. Les gens, en fait, se sont basés sur la quantité d'argent et la portée de l'argent pour déterminer qu'un pays est pauvre ou riche. Donc déjà, il faut comprendre que le système même qui permet de définir un pays développé, un pays sous-développé est faussé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de garder à l'esprit que nos pays pourraient sortir du sous-développement s'ils n'étaient pas obligés de faire exactement comme les pays étrangers. Et la troisième chose, c'est que il n'y a aucune règle qui les oblige à faire exactement comme les pays développés. Parce qu'en réalité, que vous le vouliez ou non, si aujourd'hui votre pays permet à des gens de vivre mieux, de se soigner, de régler leurs problèmes avec 30 000 francs, vous pouvez être sûr que tous les gens vont quitter leur pays pour venir s'installer chez vous parce qu'ils savent que chez vous, avec 30 000 francs, ils vivent bien. Mais comme on nous a habitués à amasser de l'argent et à se dire, c'est à la quantité d'argent qu'on est heureux, c'est normal que les gens veulent aller là où on peut amasser le maximum d'argent. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que le coût de vie est plus haut. On vous paye un meilleur salaire. Mais vous avez oublié une chose. Si le coût est haut et qu'on vous paye un meilleur salaire, ce que vous allez dépenser pour vivre, pour vous déplacer, pour payer un logement, mais c'est à la même hauteur que ça. Les gens ne font pas ce rapport-là et les gens pensent que le plus important, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est ça l'erreur du PIB.
Mais en réalité, si vous diminuez le coût de vie, si vous enlevez la marge bénéficiaire, si vous diminuez ce que les gens gagnent, ce que les riches gagnent sur la plupart des affaires qui sont faites dans le pays, vous vous rendez compte que, en réalité, l'argent peut permettre de suffire aux besoins des gens. Je vais reformuler pour que ça soit plus clair. Dans le capitalisme, ce sont les individus qui s'enrichissent au détriment de la plus grande partie des gens. Je ne dirais pas que le communisme est mieux. Je dirais juste que l'idéal, c'est qu'à un moment, quand un pays n'a pas beaucoup de moyens, qu'il puisse s'adapter de manière à ce que les riches ne deviennent pas extrêmement riches et que les pauvres se rapprochent un peu plus des riches. Pour beaucoup, c'est utopique. Mais en réalité, il est plus facile d'arriver à ce niveau-là pour un pays en difficulté qu'un pays qui est déjà très développé. Et je voudrais qu'on fasse aussi la grande différence entre pays développés et pays avec moins d'infrastructures. Bien. Le président zaïrois, je veux parler de Feu Mobutu, a dit à l'ONU que les pays africains n'étaient pas sous-développés, mais que les pays africains étaient des pays qui avaient moins d'infrastructures. Et donc, ils passaient leur temps à vouloir avoir des infrastructures aux normes telles que les pays développés, les pays soi-disant développés. Aujourd'hui, quand on prend un pays tel que le Portugal, tel que certains pays européens qui sont en difficulté, quand vous comparez la pauvreté de ces pays et la pauvreté en Afrique, vous dites, je préfère vivre en Afrique. Par contre, même dans certaines zones des États-Unis, si vous allez dans ces zones-là et que vous comparez ces zones-là aux pays africains, vous allez dire, je préfère vivre en Afrique. Mais quand vous voyez tout ce qu'il y a comme infrastructure dans ces pays-là, vous vous dites, on rate quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas développé, on n'est pas à ce niveau de développement. Or, en réalité, c'est juste qu'ils ont des infrastructures qui permettent aujourd'hui de donner un semblant ou une meilleure qualité de vie, un confort. Mais en réalité, si nos États s'amusaient juste à améliorer le confort du maximum de personnes, vous allez vous rendre compte très tôt qu'il ferait mieux vivre en Afrique qu'à l'extérieur. À un moment, on se dit, et je me suis dit, et je pense que plusieurs personnes ont eu cette idée-là, pourquoi ne pas travailler avec les personnes qui renvoient les Africains des pays développés pour les renvoyer en Afrique et que cet argent, on puisse vraiment permettre aux gens d'avoir de meilleures conditions de vie chez nous. Le problème du développement, du sous-développement, est juste un problème de marketing. Les pays développés doivent rester les pays de l'Occident. Les pays qu'on connaît déjà, les États-Unis, la France, ainsi de suite, et tout ça. Ça ne doit jamais être un pays d'Afrique. Par contre, si je vous dis que, par exemple, plus de 50% des grosses entreprises au Portugal sont détenues par l'Angola. Pourtant, vous n'entendrez pas parler de l'Angola comme un pays développé. Il faut comprendre que l'Angola est développé. Il faut comprendre que l'Angola, il y a des pays africains qui ont un rythme de vie avec des moyens financiers tout aussi, sinon mieux développés que les pays qu'on connaît de l'étranger. Mais, comme ils n'ont pas d'infrastructure aussi, on va dire, révolutionnaire et aussi connue que les pays qu'on connaît, on se dit automatiquement que ce ne sont pas des pays développés. Donc, la vraie chose ou la vraie approche serait de complètement différencier les pays développés de leur vraie définition qui est, pour moi, les pays avec de grosses infrastructures. Il y a une grosse différence entre évolution et progrès. D'accord? On peut faire un progrès sans réellement avoir une évolution, sans connaître une évolution. C'est-à-dire, nous souffrons d'un problème de déplacement dans un pays, par exemple. Vous emmenez l'installation d'un système de tramway qui coûte plus cher, qui demande énormément d'argent et qui demande de casser
beaucoup de choses. Vous avez amené le progrès. Mais à aucun moment, vous n'avez amené réellement une évolution. Parce que vous n'avez pas tenu compte de ce que les populations gagnent, de ce que ça va impliquer comme destruction, et surtout, vous n'avez pas tenu compte du capital remboursement de ce peuple-là. Le progrès vous endette. L'évolution participe à votre avancement par rapport à la problématique que vous avez. Ça vous permet de ne pas forcément faire comme les autres, mais ça vous permet de régler le problème de manière définitive. La plupart de nos États vont sur ce qu'on appelle du progrès, en voulant copier un effet de mode, ce qui se passe à l'extérieur. Mais les gouvernants ne comprennent pas qu'il faut aller sur une réelle évolution en partant sur nos réalités et sur ce que la population peut continuer à mettre en place de manière durable. C'est la grosse différence. À aucun moment, il ne faut comprendre que l'aspect développement des choses doit être quelque chose qui doit ressembler à ce qui est fait ailleurs. Le développement est propre à chaque peuple. Nous n'avons pas besoin de la même chose, mais nous vivons tous dans un même monde. Comme des gens dans un village, et c'est pour ça que je reviens sur la norme, le PIB, le bonheur intérieur brut. Vous pouvez prendre 5 différentes femmes, elles n'ont pas les mêmes besoins, elles ne pourront pas expressément définir leurs besoins de la même manière. Si je prends 5 personnes dans la ville de Cotonou, un qui conduit le ZIM, ce qu'il attend du bonheur ne ressemble pas à ce que celui qui est un maçon attend du bonheur. C'est foncièrement différent. Il faut que vous vous réveillez. Il n'y a aucun riche ou semi-riche qui veut que ses employés aient une vie tellement belle qu'ils n'aient peut-être pas besoin de travailler. Il faut comprendre que les gens souhaitent que d'autres personnes soient pauvres pour continuer à les utiliser. Le système d'esclavage n'a pas changé. Les États continuent à être traités comme esclaves pour continuer à commander de l'argent pendant qu'ils sont déjà riches. Les personnes ont continué à les mettre dans un système de pauvreté pour que d'autres personnes puissent les exploiter et ceux-là continuent à être riches. Ça n'a pas changé. En réalité, le système de la pauvreté n'est que le meilleur système qui a été mis en place pour que les gens continuent à travailler pour d'autres personnes. Malheureusement. Si aujourd'hui, et on est très peu, si aujourd'hui on donnait la possibilité aux gens qui avaient les moyens de continuer à gagner la même chose que leurs employés, mais que comme c'est eux qui ont pensé l'idée, ils continuent à gérer leur entreprise, mais que l'employé gagne quasiment la même chose qu'eux, mais pas totalement la même chose qu'eux, les gens seraient contre. Pourtant, ça permettrait à tout le monde de travailler et d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais les gens ne veulent pas ça parce qu'en réalité, si vous mettez ça en place, la plupart des gens vont démissionner. Ils vont aller faire ce qu'ils aiment faire. Et même quand ils iront faire ce qu'ils aiment faire, ils ne pourront pas forcément réussir. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas parce que vous aimez faire quelque chose que vous allez réussir dedans. On doit prendre le risque de donner un meilleur salaire aux gens, quitte à ce que les autres riches soient moins riches et que les pauvres soient moins pauvres, quitte à ce qu'on se rapproche de ça, pour que les gens travaillent mieux et soient heureux de ce qu'ils ont. Mais ça ne les arrange pas, parce que quand on veut créer une guerre, il faut des gens qui aillent se battre. Si vous leur donnez une meilleure qualité de vie, qui ira se battre? Qui va se lever le matin, laisser ses enfants et va se dire, je vais creuser, je vais faire les chemins de fer, je vais faire les travaux difficiles. C'est la réflexion, c'est là où la réflexion des personnes riches s'est arrêtée. Et si vous faites attention, vous allez remarquer une chose. Ne deviens président en Afrique ou député ou homme de pouvoir en Afrique que celui
qui est assez égoïste ou celui qui est assez prêt pour détruire ses frères. Dès le moment où vous n'êtes pas capable de faire ça, le colon, l'Occident va se débrouiller pour vous faire la peau. Dès le moment où vous oubliez vous-même et que vous pensez à la population, il faut vous éliminer. Thomas Sankara, Lumumba, Patrice Lumumba et plein d'autres. Si nous ne nous réveillons pas pour changer les médias travaillent tous pour l'intérêt de quelqu'un. Ils ne sont pas là pour vous informer gratuitement. Deuxièmement, il faut savoir que les médias vous vendent la richesse comme l'opulence. L'idée la plus fausse. Les médias ont transformé la richesse, qui est normalement le fait que vous ayez de la valeur. Il faut déjà différencier la valeur et le prix. Si je prends un téléphone, le téléphone a une valeur sentimentale qui fait que, au-delà du prix, si je dois dire combien il coûte, je ne pourrais pas l'estimer parce que je travaille avec, je fais beaucoup de choses, ainsi de suite. Le prix, ce n'est qu'un chiffre, un nombre qui peut changer à n'importe quel moment. Et c'est ça la différence. Vous avez des médias qui vous vendent les choses en vous donnant les prix, en vous donnant un nombre qui est défini dans le temps, au lieu de vous parler de la richesse en tant que valeur. Quand vous regardez un film, ce que vous vendez dans le film, c'est l'acteur qui finit par tuer ou par détruire le chef bandit et qui finit avec une femme ou qui finit parce qu'il a beaucoup d'argent ou il réussit ce qu'il doit avoir. On a fini avec les films d'avant où l'acteur véhiculait une idée, il véhiculait une pensée, il avait des valeurs morales qui font que c'est la raison pour laquelle il s'en est sorti. Or, les médias aujourd'hui vous vendent quoi? C'est ça. On va vous dire une montre de 1 million, une voiture de 2 millions, pendant que, on vous parle de luxe. Or, la définition même de luxe, c'est d'avoir des choses qui ne vous servent à rien. À quoi ça sert de diffuser des choses concernant le luxe pendant que vous achetez un véhicule dont vous n'en avez même pas besoin? On va se perdre. Les États-Unis et la France accusent la Chine de ne pas permettre à Facebook, à Instagram et à d'autres médias de communiquer dans leur pays. Parce que quand vous regardez la télévision chinoise, on vous parle des valeurs sociétales. On vous parle de l'importance du chinois dans le système de développement. On vous parle de l'importance de l'implication de chaque individu. On vous dit que être riche seul est une mauvaise chose. Pourquoi vous voulez qu'on dise que la Chine est un mauvais pays? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est le pays le plus développé. C'est ça. Quand vous prenez le président Poutine, qui arrive près des usines des plus grands des industriels russes et qui leur dit « Je veux que vous redistribuez la richesse » ou que ce que vous êtes en train de faire comme pillage dans le pays, vous arrêtez et que les employés, vous augmentez le truc là des employés, le salaire des employés, tout ça là. Et on s'étonne que jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe avec la Russie, qu'elle soit coupée du monde, qu'on les blackliste et tout ça là, la Russie s'en sorte. Pourquoi la Russie ne s'en sortirait pas? Tant qu'on ne ramènera pas les valeurs au sein des populations, on restera pauvre. Et c'est dommage que certains pays, tels que la Chine, qui était aussi pauvre que nous en 1960, soient au plus, on va dire, à des années-lumière de richesse par rapport à nous. Et ils n'ont rien fait de spécial. Ils se sont juste renfermés. Ils ont pris le plus important et se sont construits. Nous sommes en train, nous-mêmes, de détruire le monde en allant sur des valeurs qui ne nous servent à rien, qui ne nous apportent rien. Au lieu d'aller sur des valeurs qui nous servent à quelque chose et qui construisent un avenir. Il n'y aura pas de destruction de monde venu d'ailleurs. Il n'y a que l'homme qui va détruire son monde à lui, avec ses idées, sa manière de faire. Comment ils vont faire? C'est ce qui se passe actuellement. L'Afrique se réveille. La révolution. Il faut qu'on se pose les bonnes questions.